Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bonjour. Encore ravi de vous recevoir sous notre ciel le plus pur possible pour respirer le mieux possible, bien évidemment. Même si nous sommes en studio et qu'on sait bien que un petit rappel ne fait pas de mal, nous passons à l'heure actuelle plus de 80% de notre temps dans des lieux clos. On apprend également, et on sait que ces lieux clos, on a une pollution intérieure qui est supérieure de 8 fois à celle extérieure, et que notre également pollution, ou plutôt notre qualité de l'air intérieur, est extrêmement liée à celle qui se passe et qui est extérieure. Ça, ce sont des éléments qu'il ne faut pas oublier et pour lesquels on doit évidemment œuvrer, travailler pour que ce soit meilleur. On vient de passer 2 années avec la Covid. On a appris à vivre avec elle, à se protéger également, à protéger les autres, parce que c'est un geste extrêmement important. Et justement, après ces 2 années, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va peut-être encore se passer, mais surtout, la Covid, un point important, on a remarqué qu'elle se propage plus facilement dans les zones polluées. D'où la nécessité de ne pas polluer de trop et même de dépolluer. Et pour ce faire, je reçois aujourd'hui une éminente spécialiste sur le sujet. Merci à elle d'être présente. Je sais qu'elle est fort occupée. Donc nous recevons aujourd'hui Isabella Ansi Maezano. Bonjour Isabella, bienvenue. Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Comment allez-vous ? Bien, merci. Oui. Est-ce que de chez vous, du lieu où vous vous trouvez, l'air, comment est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il est bon? Il est bon parce que je suis à Montpellier et il y a du vent. Et c'est connu que le vent pousse la pollution. Malheureusement, en la poussant, parfois, elle l'envoie ailleurs. Il l'envoie ailleurs. Pour ça, c'est de façon anecdotique que je peux peut-être rappeler qu'on avait à un certain moment les pesticides allemands en France. Et aussi qu'on a eu les restes des incendies de la Sibérie, parce que les vents peuvent être très forts et porter la pollution loin. Donc, mais là, honnêtement, ciel bleu et je suis plus scientifique que ça en regardant les concentrations mesurées par les centrales de la mesure de l'air. Je vois que oui, on est dans des conditions qui sont bonnes. Voilà. Et dans ces conditions, elles sont bonnes et il faut penser, on est quand même en ce début d'année, il faut penser aussi que les pollens sont en train de rapprocher, ils font partie de cette pollution. Alors, il y en a déjà, parce que les gens ne savent pas, mais il y a déjà les pollens des cyprès. Très important, la pollinisation des cyprès en début de fin hiver, début printemps. Et oui. Il y en a. Et il y en a, et et c'est extrêmement, je dirais, on est extrêmement en réactivité, en activation, en action par rapport à ça. On sent assez rapidement qu'on peut avoir une gêne respiratoire. Les asthmatiques savent de quoi je parle, notamment, et on le sent bien. Alors Isabella, vous êtes professeure Isabella Ansi Maezano, vous êtes directrice de recherche à l'INSERM. Alors l'INSERM, c'est l'Institut national de la recherche. Non, de la santé, de la recherche médicale, oui. De la santé, de la recherche médicale. Et à l'INSERM, notamment, vous êtes professeur d'épidémiologie environnementale et également directrice adjointe de l'Institut d'Ebrest d'épidémiologie et de santé publique. Oui, qui est une unité mixte, INSERM et Université de Montpellier, et c'est à l'université que moi j'ai fait mes cours d'épidémiologie et plus particulièrement l'épidémiologie environnementale, parce que je pense que on peut faire de la prévention si on identifie les facteurs environnementaux auxquels on est exposé, et donc voilà, d'où mon intérêt vraiment pour être pragmatique et agir pour prévenir certaines pathologies. Voilà, et en parler pour le faire connaître. D'ailleurs, c'est remarquable. Vous faites partie de comité de rédaction de 8 revues médicales, de séries et de livres. Vous avez publié 600 articles
Hein, donc Voilà. ça aussi, c'est quelque chose de majeur. Donc, quand on parle d'experts, et c'est nécessaire, nos experts qui font un travail quotidien, un travail de recherche, de collecte, d'analyse, écoutons-les, ces experts. Hein, ne prenons pas en disant mais on ne comprend pas ce qu'ils nous disent ou ils nous racontent des affabulations. Non, non, à un moment donné, il y a un vrai vécu qui fait que le bon sens de réflexion est intégré complètement et permet aussi, quand on voit que vous avez fait 600 ouvrages, ben, c'est aussi de porter à cette connaissance aux autres pour échanger en premier lieu et bien acter en fin de compte, je dirais, nos connaissances pour aller plus loin et mieux faire. Ça, c'est surtout, et c'est extrêmement important. Sur ce point, alors, Isabella, on a parlé en préambule de l'émission de la Covid-19, qu'elle se propageait plus facilement dans les zones polluées. Expliquez-nous de quelle manière. C'est une question simple pour une réponse un peu plus compliquée. J'ai envie de commencer très rapidement par une observation que j'ai faite avec certains collègues. On a vu quand la Covid a commencé qu'il y avait plus de malades là où c'était pollué. Alors, la première chose a été de penser que ce sont les villes, hein, disons, pour donner des exemples, la vallée du Pô, l'Iran, la Chine, la Corée, et voilà, donc des pays hautement pollués où on avait des cas de Covid en excès. Ensuite, on a commencé, parce qu'on est des méthodologistes, hein, personne n'est parfait, et donc On on a aime bien votre commencé. perfection quand même, hein, parce qu'elle amène à de beaux résultats. Oui, non, non, mais justement, on a besoin d'avoir des preuves, hein, que ce qu'on dit est vrai, ou s'approche du vrai. Et là, on a commencé à voir mieux les choses. On a vu, on fait des modèles pour ça. C'est la mode, hein, mais des modèles. On a compris que les modèles, c'est très important pendant la Covid. Et on a vu que c'était pas une histoire de densité de population. Je vous fais un exemple. Moi, je suis italienne, je suis née à Rome. En Italie, c'était à côté de Milan, une ville qui s'appelle Bergame, qui malheureusement est devenue très fameuse et pas pour de bonnes raisons, mais des villes qui n'étaient pas très grandes. Milan même, c'est pas si grand que ça. Et là, il y avait un excès. Et quand on va à Rome, 5 millions d'habitants, eh ben, on avait 5000 morts en tout. Alors maintenant, ils sont augmentés parce qu'il y a eu plusieurs épidémies, mais on est à, je crois, 10 000. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une question de population dans une ville concentrée. D'ailleurs, Naples, c'est un peu la même chose. C'est une des zones, certains quartiers de Naples les plus peuplés d'Europe, hein, parce que les gens vivent vraiment tous ensemble. Serré, Donc, oui. oui, 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 dans des petits appartements, etc. Donc, alors, on a dit, bon, cette hypothèse, elle est sans doute à explorer davantage. Et donc, comment on a fait? Bon, ça a été un schéma classique des études épidémiologiques, donc de ma spécialité. Ça veut dire, en fait, d'études de population, hein, d'études de la vie réelle. D'accord? On va dans la vie réelle, on prend des données, c'est compliqué, mais on sait faire, et puis on analyse. À ça, on a rajouté des études expérimentales, parce que quand on trouve une association, il faut une plausibilité biologique. Et oui, il faut savoir Oui, quels sont les liens de cause à pour effet et les l'étayer. liens d'interaction. Oui, et puis, NEC plus ultra, on a besoin d'études d'intervention. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on enlève ce qu'on pense être la cause et on voit ce qui se passe. Donc, voilà la démarche en 3 étapes. Alors, maintenant, la démarche, celle des études. Je commence par l'épidémiologique. Donc, en population générale, vous savez, on est à 1500 publications, 1500, depuis le début de la Covid, qui mettent en relation l'exposition à la pollution, soit l'exposition aiguë, la pollution, pic de pollution ou pollution
inhabituellement en excès, parce que c'est difficile aussi de définir un pic. Voyez, c'est quoi? Bon, c'est une augmentation subitanée de la pollution et des... Alors, Isabella, si je peux me permettre, dans ces pics que vous évoquez, on va peut-être, on va retrouver plutôt des pics de quelle nature? Est-ce qu'il y a des typologies polluants, peut-être oui, bien sûr. plus que d'autres? Et est-ce qu'on va avoir aussi la relation avec l'activité qui a ralenti autant industrielle que des transports? Oui, mais là, voilà, vous êtes déjà aux études interventionnelles. C'est ça qu'on a eu. On a eu des études interventionnelles naturelles, pour ainsi dire. Le lockdown est parfait. On arrête la circulation, on arrête. A priori, on pense arrêter la pollution, puis je vous l'expliquerai, mais je préfère un procédé par étapes. Donc, ces études épidémiologiques, à la fois pour des données sur pic de pollution, et les polluants considérés, ce sont l'ozone, le dioxyde d'azote. Je pense que votre public sait que l'ozone, c'est un polluant secondaire qu'on a surtout quand il fait chaud, parce qu'il a besoin de rayons du soleil pour être disons engendré, hein, parce que c'est un polluant qui résulte d'une réaction physico-chimique d'autres polluants. Donc ça, puis il y a eu le dioxyde d'azote qu'on appelle aussi NO2, et qui est un polluant très lié à la combustion du trafic et aussi un petit peu à l'industrie ou à la maison, puisque vous avez parlé de pollution à l'intérieur. Une chaudière à gaz, une cuisinière à gaz, d'autant plus quand il n'y a pas de hotte, bon, et si elle est mal réglée, va vous produire du NO2. Et puis, les très fameuses particules qui sont la clé de tout, hein, dans cette histoire du Covid. Pourquoi? Parce qu'elles sont physiques. Elles sont physiques. Elles peuvent véhiculer aussi au Covid. Elles peuvent même véhiculer le Covid. Et donc, et ces études épidémiologiques, la chose la plus importante, ont montré aussi que quand on considérait la pollution à long terme, on avait aussi des effets sur une relation, hein, sur le Covid. Et pourquoi? Parce que la pollution, et ça c'est la clé de tout, fragilise les populations, hein, en faisant, là c'est très biologique, mais on sait que la pollution à long terme, elle est responsable de maladies chroniques comme les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, très évident, emphysème, bronchite, la BPCO, si le public sait ce que c'est une bronchopneumopathie obstructive chronique, un mot presque difficile à prononcer, oui, l'asthme, aussi une maladie dont on commence à parler beaucoup, qui est la fibrose pulmonaire idiopathique. C'est une maladie qui est en train d'exploser. Et bon, on la voyait pas parce qu'on faisait pas le diagnostic, on pensait que c'était une autre maladie respiratoire. Mais maintenant, on a des marqueurs spécifiques, surtout on fait des scanners et des biopsies, et malheureusement, on retrouve beaucoup cette pollution. Donc, mais aussi le diabète, mais aussi l'Alzheimer, Parkinson. Toutes ces pathologies sont trouvées de façon plus fréquente là où c'est pollué de façon constante, même à des valeurs qui ne sont pas considérées comme potentiellement dangereuses. Le fait d'être exposé continuellement fait que il y a des modifications, hein, malheureusement, qui deviennent permanentes au niveau des différents organes. C'est ce qu'on appelle la différence entre le taux d'exposition instantané et le taux d'exposition prolongé. L'instantané est dangereux pour un malade. Un malade qui, par exemple, un asthmatique, quelqu'un qui a une BPCO, un malade cardiaque, il y a le pic d'évolution et là, il va avoir la crise, et parfois, malheureusement, le malade qui a une cardiopathie peut avoir un infarctus. Là, c'est l'aigu.
Et c'est quand même un gros problème, hein, très consistant. Ce qu'on ne savait pas, mais on sait depuis quelques années, c'est qu'il y a cet effet à bas bruit, on pourrait dire, de la pollution. L'invisible, ce qu'on appelle beaucoup dans la qualité de l'air, l'invisible. Il faut en prendre conscience et c'est pas facile puisque on se sent pas concerné finalement. Non, parce que c'est des valeurs, on se dit, bon, les Chinois, ils ont, je sais pas, 150 microgrammes par mètre cube de particules, nous avons 28. C'est très bien. Non, maintenant l'OMS a dit qu'à partir de 5 microgrammes par mètre cube, on peut avoir des effets. Vous voyez, donc c'est vraiment les doses dans tous les agents dangereux. Le risque est fonction de la durée, de la dose et de l'intensité de l'exposition. Donc, quand on mélange ces trois facteurs dans l'équation, on a des effets possibles. Donc, et dans ces contextes-là, les particules jouent un rôle très, très important parce que les particules varient en taille. Plus elles sont petites, plus elles pénètrent dans les voies aériennes, mais aussi par le biais de la peau, mais aussi par la barrière hémato-encéphalique. Donc, tout de suite, après le nez, c'est le cerveau. Vous voyez, plus elles sont petites, plus elles vont loin. Et puis, bon, il y a aussi un problème de composition. Donc, pour revenir au Covid, à la Covid, en fait, qui est plus à risque d'avoir une forme de Covid grave? Ce sont les gens qui sont malades de maladies chroniques. Et où est-ce qu'on trouve plus de ces gens malades de maladies chroniques? Là où c'est pollué. Et donc, là, et bon, je vous passe la partie expérimentale, hein, mais il y a une enzyme qui est la même enzyme qui permet à la spike du virus de pénétrer, l'AC2. On dirait un produit pour faire du ménage, AC2, je sais pas, mais non, et là, il y a une surexpression quand on est exposé à la pollution de cette enzyme, et donc les portes ouvertes à la pénétration du virus. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une autre possibilité et qui est vraiment à prendre en compte, c'est le fait que nous savons maintenant, il y a plein d'évidences que ce virus, qui est la transmission la plus importante du SARS-CoV-2, le virus de la COVID-19, est celle qui est aérienne. Il est transporté en suspension dans l'air. Et donc, on le trouve, et il y a des articles scientifiques qui ont trouvé le virus dans l'air, beaucoup à côté des hôpitaux, parce que c'était des médecins qui ont fait pratiquement les mesures à côté de leur bureau, plus ou moins. Évidemment, donc il y en a à l'extérieur. Pendant un moment, on a dit oui, il est là, mais il n'est pas viable, parce que le virus, on ne peut pas dire s'ils sont morts, vivants ou pas. Est-ce qu'ils peuvent attaquer ou non? Eh bien, on a trouvé qu'il est viable, le virus prélevé. Au début, on l'a prélevé, le pauvre, permettez-moi l'euphémisme, on le prenait avec un aspirateur, il n'était pas en bon état. Mais dès qu'ils ont mis un peu de précaution dans le prélèvement, on a trouvé qu'il est là et qu'il y en a plusieurs copies, c'est le terme technique, et donc qu'il permettait d'infecter les gens. Et cette idée de la transmission aérienne est essentielle pour l'intérieur des locaux. Et c'est là qu'il faut vraiment, il y en a, et il y a des tonnes de papiers qui montrent comme il y a vraiment ce passage de la maladie par la voie aérienne. À l'intérieur de nos bâtiments, notamment. Oui, alors, il faut la ventilation et il faut des masques. Se protéger de par aérer, parce qu'on amène un taux de dilution. On va ramener un petit peu, on est sur Radio Imo, on parle aussi de la ville. On a parlé beaucoup que c'était pas forcément des villes extrêmement
peuplée pour laquelle on avait beaucoup de personnes qui étaient touchées. On prenait l'exemple de l'Italie tout à l'heure. Par contre, dans ces questions, on va avoir dans la prévention, on voit bien que les particules, elles véhiculent donc le Covid ou d'autres virus, hein, bien entendu. Il n'y a pas que la Covid, même si ça a occupé notre esprit pendant longtemps. Quels vont être les moyens de cette prévention? On a échangé déjà tous les deux aussi, Isabella, mais on a le chauffage qui est assez, chauffage au bois notamment, qui est assez générateur de particules. Si on devait à nos auditeurs leur dire, on approche du mot de la fin, pour se préserver, quels seraient nos bons gestes? Alors, des gestes immédiats, mais peut-être des gestes aussi qui vont nous amener à être, je dirais, réguliers dans nos pratiques pour se dire, cette pollution, est-ce qu'on va traiter la pollution elle-même par des épurateurs, ou est-ce qu'à un moment donné, on doit dans tous les cas vraiment réduire notre pollution avant même de chercher à la traiter? Moi, je pense qu'il y a des deux. Hein. Il y a évidemment, et puis que c'est pas que nous, hein, il faut pas exagérer, il y a les autorités, les gouvernements, l'Europe, hein, je veux dire, il y a des indications qui doivent arriver de tous, mais nous, on peut évidemment essayer de mettre moins, hein, éviter de prendre la voiture, mais je suis la première à dire qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de la voiture. Hein, donc, il n'est pas question d'aller vers, je sais pas de voiture du tout, zéro voiture. Ça n'a pas de sens. Et on peut aussi, voyez, faire des gestes très simples. Je les appelle les gestes barrières pour la pollution. On amène ces enfants à l'école et ils sont fragiles plus que nous. Hein. D'ailleurs, on essaye d'éviter de passer par l'avenue où il y a beaucoup trop de circulation. On fait un détour, comme ça, on est moins exposé. Vous voyez, donc il y a effectivement des gestes directs. Je prends le vélo, j'utilise moins la voiture. Si j'allume un feu de bois, je fais attention parce qu'il est très polluant. Mais en même temps, on peut aussi faire des gestes et donc aller passer par ailleurs ou c'est aussi des gestes du style j'ai un style de vie sain parce que pour les effets sanitaires de la pollution, ça a été démontré. Je mange ça, guillemets. Après, il faut bien sûr définir tout ça et c'est pas si simple. Mais voilà, donc c'est un ensemble de solutions qui peuvent permettre de réduire nos expositions à la pollution. Alors, merci beaucoup pour toutes ces explications, Isabella, Annecy Maezano. Vraiment, merci d'être venu sur le plateau d'Element Air. Vous reviendrez, c'est sûr, on aura plein de sujets à évoquer. Juste, je vais vous laisser le mot de la fin et juste peut-être faire une petite parenthèse. C'est pas une parenthèse anodine parce qu'on en entend parler de plus en plus, mais quid de ces mesures de nos polluants dans nos écoles et l'effet derrière qui est associé. On a des réglementations qui sont en train d'évoluer, on prend en compte différentes choses, des décrets notamment. Il y a vraiment, je dirais, matière et urgence à traiter nos établissements scolaires et les établissements où on reçoit du public sur ce plan-là. Oui, ça va être un très beau mot de la fin. On ne fait pas assez dans les écoles. J'ai beaucoup travaillé dans les écoles, donc j'ai fait un état des lieux et c'était inquiétant. Dans mon enquête, 30% des enfants étaient trop exposés. Et maintenant que les valeurs standards, les guidelines comme de l'OMS ont même baissé, on aurait davantage d'enfants exposés. Donc, il faut, oui, faire un état des lieux école par école et il faut bien sûr ventiler. Mais les Californiens nous ont montré la route, plus d'écoles à proximité des axes routiers
à fréquentation élevée, à Important, trafic important. exagéré. Parce que c'est un non-sens. On est pollué à l'intérieur de la glace. On ouvre la fenêtre et qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le Une pollution trafic, la supplémentaire. pollution du trafic, pollution supplémentaire qui rentre. Mm. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Isabella, merci encore. Isabella Antimaesano de l'INSERM, avec tous ces éclairages. On pourrait parler ensemble des heures. On se retrouvera, ça c'est sûr. Chères auditrices, chers auditeurs d'Element-R, écoutez, je suis ravi. Je vous remercierai encore jamais assez de grandir en termes d'auditeurs pour l'émission. Et le nombre d'émissions qui a déjà été diffusé est important. On continue. On est là pour informer, pour rendre l'invisible visible. C'est extrêmement important pour être mieux dans l'avenir pour nos enfants et pour nous-mêmes également. Prendre soin de soi et des autres. Merci à vous. Passez une bonne journée. Au revoir Isabella. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Element-R, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.